Le 31 mars dernier, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a rendu publique la liste des 30 sénateurs nommés. Ajoutés aux 70 qui ont été élus, aujourd'hui nous avons 100 sénateurs pour la troisième mandature aux législatures. Mais alors, quels sont les enjeux de l'heure après que le nouveau bureau a été installé? Mesdames, Messieurs, pour répondre à cette question cruciale, nous avons invité sur ce plateau aujourd'hui pour cette nouvelle édition de 7 minutes pour convaincre, votre édition hebdomadaire, un visage majeur. Lui, un visage non moins juriste publiciste qui est capé et qui parle avec autorité sur des sujets qui ont lien avec l'économie, qui ont lien avec la politique et bien d'autres sujets encore. Il s'appelle bien évidemment Dr Louison Ambroise Essomba. Bonsoir. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous vos nombreux téléauditeurs ou téléspectateurs. C'est un plaisir d'avoir jeté votre dévolu sur ma modeste personne. Vous le savez, lorsqu'il va falloir étayer, lorsqu'il va falloir égayer, lorsqu'il va falloir éveiller un bon nombre de personnes et surtout nos nombreux téléspectateurs qui sont disséminés à travers l'Afrique, il va toujours falloir aller vers des substances aussi grises comme les vôtres. C'est la raison pour laquelle tout le plaisir nous revient de vous recevoir sur ce plateau et nous sommes convaincus que nous allons passer de très bons moments autour de la thématique bien précise qui vous a été soumise. Alors, avant d'entrer de plein fouet, nous allons déjà dire merci à tous ces téléspectateurs qui ont choisi de regarder ce programme en ce moment et de dire que nous allons commencer par notre première rubrique qui est cette question magique. Oui, cette question magique ici, docteur, ici il s'agit pour l'invité de répondre à toutes les questions par oui ou par non. L'invité a droit à un seul joker. Donc, ce qui veut dire, parmi les 7 questions, il peut dire je ne réponds pas à cette question-ci, on passe, mais le reste des 6 questions, c'est obligatoire que l'invité réponde. Oui, ce sera extrêmement difficile, mais bon, on va y aller. C'est le carnaval de l'émission. On va s'y soumettre. Alors, merci. On va lancer avec la toute première émission. J'espère que vous, à la maison, vous êtes en phase avec nous. Le Cameroun peut aussi se vanter d'être un pays démocratique. Première question. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Oui ou non? Oui. Dans un pays comme le Cameroun, promouvoir la démocratie participative, la gouvernance et le développement local sur le plan social, éducatif, sanitaire, sportif, culturel, économique, artisanal et touristique ne dépend pas toujours de la décentralisation. Oui ou non? Non. Si jamais vous aviez été nommé sénateur le 31 mars dernier, vous auriez accepté. Oui ou non? Oui. Pour un beau jeu démocratique, il aura fallu que Paul Biya élargisse les nominations de sénateurs au sein de l'opposition. Oui ou non? Oui. Un parlement sans Sénat au Cameroun peut être possible. Oui ou non? Non. Le tribalisme tant prononcé sur les réseaux sociaux est une affaire du bas peuple. Il n'en existe pas au sein de l'État camerounais. Oui ou non? Non. La seule possibilité de renversement du RDPC, c'est la mise sur pied d'une candidature unique de l'opposition. Oui ou non? Oui. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est ici que nous allons entrer de plein fouet dans cette émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous êtes disséminés à travers l'Afrique. C'est votre émission fétiche 7 minutes pour convaincre qui démarre. Alors, docteur, le Sénat camerounais enfin complet et débutera bientôt sa troisième mandature. Quelles sont les leçons à tirer d'abord des élections, puis des nominations par le peuple camerounais, selon vous? Oui, Abdel, je pense que il y a un souci historique qu'il faut restituer. Vous savez, l'idée d'institutionnaliser le Sénat est née du comité de Joseph Kona en 1993. Oui. Et dans cette idée, il était question que le chef de l'État nomme 50 sur les 100 sénateurs Oui. et que le Sénat allait représenter non seulement les collectivités territoriales décentralisées, Oui. les chefferies traditionnelles et les grandes catégories socio-politiques et économiques. Et il a donc fallu attendre le grand débat de la séance plénière en 1995 pour voir un débat houleux qui met donc en présence deux tendances, c'est-à-dire que deux tendances diamétralement opposées. Alors pour la tendance hostile à la mise en place du Sénat, elle a estimé que le Sénat sera une chambre budgétivore, elle va alourdir le système institutionnel, ce sera un encombrement institutionnel, et que le Sénat, en réalité, va même alourdir le processus d'élaboration des lois. Et la tendance qui était favorable à la création du Sénat va estimer que le Sénat sera une chambre modératrice, une chambre d'apaisement, une chambre de sagesse. Et au final, la tendance qui était favorable a dominé et finalement le Sénat a été institué. Et une fois qu'il a été institué, donc en 2013, on a finalement arrêté dans le débat de 95 que
le Sénat va uniquement représenter les collectivités territoriales décentralisées et que le président de la République nommera sur les 130 sénateurs. Alors, par rapport à la question que vous me posez, Oui. je vais donc rentrer dans une interprétation exégétique, c'est-à-dire des tests, Justement. pour dire que le président a scrupuleusement respecté la loi. Donc, c'est un légaliste affirmé, Oui. parce qu'on sera, la loi dispose que le président de la République nomme 30 sénateurs sur les 100. Oui. Et cela veut dire à raison de 3 par région. Comme nous avons 10 régions, Oui. ça veut dire que 3 fois 10, ça fait 30. Ça fait 30. Et il est indiqué que les autres 70 sont élus au suffrage universel indirect par les conseillers municipaux et les conseillers régionaux, donc par ce qu'on appelle un collège électoral et non par un corps électoral. Bon, maintenant, l'enjeu, c'est qu'il fallait mettre en place, pour cette troisième mandature, Oui. le Sénat camerounais, pour assurer d'abord ce qu'on appelle la structuration bicamérale de notre Parlement. Oui. Parce que l'article 14 alinéa 1 est clair. Oui. Le pouvoir législatif est assuré par le Parlement qui comprend deux chambres. L'Assemblée nationale et le Sénat. Le Sénat représente la chambre haute du Parlement et l'Assemblée nationale la chambre basse. Donc, voilà une première lecture. Et maintenant, la finalité pour cette troisième mandature consistait donc à élire les 70 sénateurs et que le président de la République procède, comme vous l'avez dit en introduction, nomme discrétionnairement les 30 autres sénateurs pour en faire 100. Justement. Alors, maintenant, il y a cette question que bien de personnes se posent également. Quel est le rapport qui peut exister entre le Sénat, le pouvoir exécutif, les conseils régionaux ou bien les conseils municipaux? Ce qu'il faut dire, c'est que le Sénat, c'est la fonction spécifique que lui confère la Constitution. Oui. C'est-à-dire que le Sénat protège et représente les collectivités territoriales décentralisées. Et le véritable rapport entre l'exécutif et le Parlement, surtout en rapport avec le Sénat, c'est que le président de la République nomme 30 sénateurs sur les 100 et que c'est le président du Sénat qui, en cas de vacances présidentielles, en assure l'intérim sans se porter candidat et organise les élections 60 jours ou 120 jours plus tard. Alors, dans le cas d'espèce, si jamais le président du Sénat n'y est pas, comment ça se fera? Si le président du Sénat n'y est pas, la Constitution est suffisamment claire. Oui. Dans la préséance, c'est le vice-président qui continue d'assurer, un peu comme vous avez vu au Tchad. Le président de l'Assemblée nationale s'étant désisté, on a fait assurer l'intérim momentanément en respectant la préséance, on a fait assurer cette continuité par le vice-président de l'Assemblée nationale. Donc notre Constitution est claire. Si le président du Sénat est empêché, le vice-président dans la hiérarchie protocolaire et dans la préséance assure la continuité de la vacance présidentielle, bien entendu, ainsi de suite. Alors, docteur, au moment où la question de rapprochement de l'administration des administrés se fait de plus en plus crêpe-pleine et se pose avec acuité, quels peuvent être les enjeux de l'heure avec cette nouvelle mandature du Sénat? Les véritables enjeux, c'est que le Sénat joue effectivement le rôle que lui assigne la Constitution et les textes en vigueur. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, le Sénat doit protéger et représenter de la manière la plus efficace et de la manière la plus digne que ce soit les collectivités territoriales décentralisées. Par exemple, je voudrais tirer un exemple. Le Code général sur les collectivités territoriales décentralisées, a une de ses dispositions est claire. C'est-à-dire qu'il y a 15% de la dotation budgétaire qui doit être transférée aux collectivités territoriales. Or, on se rend compte que dans la pratique aujourd'hui... Là, nous y arrivons très certainement. Voilà, vous voyez donc en réalité, dans la finalité ou bien les missions qui sont concrètement reconnues au Sénat, il y a que le Sénat doit protéger les collectivités et les représenter dignement pour que ces collectivités puissent fonctionner. Vous avez parlé tout à l'heure de la proximité. Effectivement, la décentralisation devient un mode d'organisation de notre société, de gestion de l'État, qui voudrait qu'il faut davantage décongestionner, j'allais dire, le centre politique de l'État pour renvoyer le pouvoir vers les administrés. C'est-à-dire qu'en réalité, décentraliser, c'est ôter du centre pour renvoyer vers les périphéries, pour que les populations se sentent justement intégrées dans la gestion des affaires publiques de l'État. Justement, on le dit parce que bien de personnes ou encore la classe politique a longtemps décrié l'hypercentralisme du pouvoir. Alors nous espérons peut-être avec cette mandature, les lignes pourront peut-être bouger. C'est la raison pour laquelle je vais embrayer avec cette autre question. Avec la nomenclature du Sénat actuel, peut-on avoir le sentiment que les lignes vont bouger contrairement aux anciennes législatures? Écoutez, la question que vous posez est pertinente. Pertinente en ce sens que
il fallait s'y attendre. Oui. Pour ceux qui ne sont pas des avertis de la chose politique, il fallait s'y attendre. Vous savez, le RDPC avait déjà un nombre impressionnant, je ne vais pas dire considérable, mais impressionnant Oui. des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. Bon, pour ma part, ce n'était pas une surprise. D'ailleurs, je l'avais dit. Ah oui, je l'avais dit depuis. Si vous avez suivi un magazine comme Jeune Afrique qui m'avait réservé toute une oui. ils m'ont traité de sorciers et de prophètes parce que je l'avais déjà annoncé. C'est-à-dire que cette victoire majoritairement écrasante du RDPC. Vous savez, dans les autres mandatures du Sénat, on avait vu qu'il y avait un jeu de négociation. Il y avait ce que je vais appeler techniquement des parlementarismes de couloir. C'est-à-dire que déjà aller négocier en dehors des zones formellement reconnues pour essayer de voir dans quelle mesure il faut faire laisser tel parti pour faire prospérer tel autre. Quelqu'un d'autre appelait ça du mapartisme. Voilà, vous avez vu à la Damaoua. Oui. Carrément, le NDPC a finolé de n'avoir pas respecté les conditions sociologiques. La liste étant éliminée, on a laissé la place justement au SDF qui a pu remplir 7 sénateurs. Donc vous voyez que ce jeu-là ne s'est pas fait cette fois-ci parce que le RDPC était décidé d'envoyer un signal fort à tous ses concurrents politiques pour leur démontrer que voilà le premier galop d'essai, nous attendons les autres échéances électorales à venir. Donc pour ma part, le message qui est passé à travers ça, c'est que au-delà du fait que la confiance a été renouvelée au RDPC pour sa responsabilité dans la gestion des affaires de l'État, mais c'est un message très fort que l'on renvoie à l'endroit des autres partis de l'opposition pour, en réalité, vous avez posé la question tout à l'heure dans le oui ou non, pour justement leur permettre de comprendre que si ces partis ne mutualisent pas leurs forces, ne concentrent pas leurs énergies, ce qui est évident, c'est qu'ils n'arriveront pas à bout de cette formation. Ça veut donc dire qu'en 2025, avec une telle configuration, il n'y aura pas d'espoir pour l'opposition. Écoutez, ce qui est évident, c'est que c'est la constitution d'une chambre du Parlement. C'est vrai que cela contribue à l'élaboration des lois, parce que vous savez, la loi, c'est l'expression de la majorité du plus fort, même si un auteur estime que même s'il y a la majorité du plus fort, il faut toujours prendre en considération l'esprit qui vient de la minorité, pour que nous soyons en plein dans la démocratie. Donc, ce qui se passe, c'est que le RDPC a en son sein, du moins bénéficie de tous ces suffrages, mais ce qui me semble gênant, c'est qu'en retour, le peuple ne se sent pas honoré par les prestations de cette formation politique. Parce qu'il y a toute cette confiance, mais en retour, on voit qu'il manque d'eau, il manque de lumière, les lumières vivent dans l'optique d'un clignotant. On voit qu'il y a encore des problèmes basiques tels que l'eau, la lumière, les denrées alimentaires qui ont grimpé à une forme exponentielle. Donc c'est un peu ça qui gêne les Camerounais. Il y a toute cette confiance, mais en retour, on a l'impression que le RDPC n'arrive pas à résoudre les problèmes les plus basiques. Est-ce que là, vous n'avez pas aussi le sentiment parfois que les problèmes des Camerounais ne sont que des vains mots pour eux? C'est la conservation du pouvoir qui est essentielle. Écoutez, c'est ça donc qui gêne. Conserver le pouvoir parce qu'en réalité, la Constitution est claire. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils sont là à la conquête du pouvoir et même dans leur maintien parce qu'il faut se maintenir durablement au pouvoir. Ça, c'est l'objectif principal de toute formation politique. Mais maintenant, quand vous bénéficiez de la confiance du peuple à travers les urnes ou à travers les élections, ce qui est évident, c'est qu'il faut essayer de tout faire pour que le peuple soit content. Parce que vous savez, une élection a 3 missions. La première mission, c'est d'abord le choix des dirigeants. La deuxième mission, c'est la pacification des rapports entre les dirigeants et le peuple. Parce que vous savez que l'organisation des élections est un moment très sensible dans un État. Ça peut déboucher à une déflagration sociale. Maintenant, la dernière sanction de l'élection, qui n'est pas une sanction des moindres, qui n'est pas une mission des moindres, c'est que l'élection contribue à la sanction des dirigeants. Et vous savez, au Cameroun, le mandat impératif est nul. Ça veut dire ce qui veut dire que je vais dire, M. Abdel, votez pour moi dès que je suis président de la République. Je vais vous construire un château, je ferai ceci, je vais vous donner de l'eau. Mais une fois que j'ai bénéficié de votre suffrage, je ne suis plus obligé de revenir remplir les obligations que j'avais promises faire. Donc, c'est un peu ça la logique au Cameroun. Ce qui gêne dans le Camerounais, c'est que le RDPC a donc cette confiance aveugle du peuple, mais en retour, on ne ressent pas. Et comme vous l'avez dit, on se rend bien compte que le RDPC sort toutes ses cartes, toute sa force de frappe lorsqu'il y a des élections. Et une fois que ce parti bénéficie de la confiance du peuple, en retour, on ne ressent véritablement pas
un changement. Bah, il faut aussi peut-être dire que le RDPC ne fait qu'avancer peut-être parce que le peuple l'aime aussi, parce qu'un peuple ne peut pas autant se plaindre et continuer à voter un parti. Non, écoutez, quand on parle du vote, vous avez vu les sénatoriales, ça c'est un collège électoral. Oui, Bon, attendons voir les élections législatives et l'élection présidentielle, parce que là, ce sera le corps électoral. Et vous savez, à un moment donné, on l'a toujours dit qu'un gouvernement ressemble à son peuple. Peut-être que le peuple continue d'espérer pour un parti comme le RDPC. oui. Il espère qu'à un moment donné, peut-être, ce parti prendra conscience de mettre en place des personnes qui peuvent être compétentes pour essayer de résoudre véritablement les problèmes des Camerounais. Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a comme deux choses qui dérangent dans cette formation politique, en qui on a restitué le destin de l'État. Il y a Oui. deux choses. On fait promouvoir l'incompétence et on fait promouvoir l'impunité. C'est, à mon sens, les deux choses qui tuent cette formation politique qui a en ses mains le destin du peuple camerounais depuis près de 41 ans aujourd'hui. D'accord. Votre argumentaire est prémonitoire à cet autre point que je vais soulever tout à l'heure, par rapport à l'incompétence ou alors peut-être les postes de reconnaissance. Alors, après les 70 sénateurs élus, le président de la République, Paul Biya, procédait à la nomination des 30 autres sénateurs. Mais lorsqu'on essaie un peu de jeter un coup d'œil dans la liste, on se rend compte que ceux qui ont été aux appels hier sont revenus encore aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire, ceux qui ont mangé hier vont manger aujourd'hui, comme on le dit au quartier. Je parle notamment du ministre l'ancien ministre des Transports, Robin Kili, qui a été également nommé sénateur. Est-ce qu'on doit dire ici que la notion de retraite devrait être bannie du revers de la main? Non, pas du tout. Écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, la chambre sénatoriale est une chambre des sages. Oui. C'est une chambre des personnes qui ont une certaine intégrité morale, une certaine expérience, une Oui. certaine maturité. Mais ce que je dois vous dire, c'est que quand j'ai fait une lecture, j'allais dire, circulaire du Oui. décret du chef de l'État, je me suis rendu compte qu'il a nommé 5 membres de 5 partis politiques différents, c'est-à-dire de l'opposition. C'est-à-dire que l'UNDP, l'ANDP... Mais il y en a parmi qui ne sont pas de l'opposition, une opposition accompagnatrice du pouvoir. Oui, j'y viens, Oui. j'arrive. Permettez que j'aille jusqu'au bout. Oui. Bon, en dehors de cela, le président de la République a reconduit les anciens ministres. Oui. Robin Kili et Sifinita Massoma. Oui. Il y a un dernier, Massoma, il y a un dernier qui s'appelle René Zengele, je Oui. crois, Oui. Oui. qui a Oui. été reconduit. Voilà, parmi les anciens ministres. Vous voyez aussi que le président de la République a reconduit les chefs traditionnels. C'est-à-dire qu'il y a certains chefs traditionnels qui ont été reconduits, qui ont été nommés. Il y a également que le président de la République a nommé les fils de leur majesté et des rois qui ne sont plus là, en vrai, avec Seydou Bobo Dioula bien évidemment. et Koko Mouketi. Coco Mouketi. Au-delà de cela, on se rend bien compte que le président de la République a nommé 5 femmes sur les 30. Pour ma part, en termes de représentation, c'est assez minime. Parce qu'en réalité, sur quand même les 30 sénateurs, le président de la République aurait pu nommer au moins 10 sénatrices. Bon, maintenant, dans le jeu de comparaison, on se rend compte qu'il y avait 26 sénatrices à la deuxième mandature, Oui. et qu'à cette troisième mandature, il y en aura 33. Oui. Bon. Et au-delà de cela, la lecture, moi qui m'a semblé pertinente, au-delà de ce que je venais d'évoquer, Oui. c'est que le chef de l'État n'a pas nommé un sénateur dans le PCRN. Parce qu'en réalité, Cabral Libi sort quand même troisième d'une élection présidentielle et il a 5 députés à l'Assemblée nationale. En tant que révélation d'ailleurs. Mais oui, pour ma part et pour une première participation, cela Oui. mérite d'être salué. Et c'est pourquoi j'en profite pour saluer ce leader de cette formation politique. Pour moi, cela a été l'injustice que l'on peut relever du décret discrétionnaire du chef de l'État. Parce qu'en réalité, le clin d'œil qui devait être fait au niveau des partis de l'opposition, je pense que le PCR ne devait pas manquer. Si vous voyez aujourd'hui, on vous dit, vous ne pouvez pas postuler, vous ne pouvez pas avoir votre candidature si vous n'avez aucun sénateur, vous n'avez aucun député, vous n'avez aucun conseiller municipal, aucun conseiller régional. Or, on se rend bien compte que le PCR a quand même 5 députés à l'Assemblée nationale. Et c'est pas rien. Et ce n'est pas rien. Moi, j'ai été... Voilà ce qui m'a en réalité choqué et touché ma sensibilité dans le décret discrétionnaire du chef de l'État. Mais bon, vous savez, on ne demande pas les comptes à un chef de l'État, puisque cela relève d'une discrétion. Bon, on ne va pas lui demander pourquoi il n'a pas nommé un sénateur dans le PCM. Ce qui est évident, c'est que le chef de l'État ne répondra pas à cette question. D'accord, on va poursuivre, mais en disant que
Ce qui s'est passé avant n'est pas la même chose qui se répercute aujourd'hui, parce que je vais parler ici du SDA qui, par exemple, en 2013, au sein du Sénat, était leader d'opposition avec 14 élus contre 7 en 2018. Et nous sommes en 2023 et le parti se retrouve à un sénateur, lequel a d'ailleurs été nommé. Ici, nous avons le parti qui, à l'intérieur, se sent un peu déchiqueté parce que ça crée des remous. On a comme l'impression, peut-être qu'on n'est pas encore très bien accueillir cette nomination. Pensez-vous que le parti va pouvoir accepter, parce que là, on attend encore une réaction officielle des instances habilitées du parti. Pensez-vous que le SDI va pouvoir accepter cela, cette nomination? Monsieur Abdel, je pense que vous venez de me poser une question qui me fait vous dire ceci. Quand je vois la décrépitude de cette formation politique, j'ai envie de couler des larmes. Simplement parce que si notre système démocratique s'est perfectionné, amélioré, si on peut se targuer ou on peut revendiquer que nous sommes un État de droit, le SDF aura joué un rôle capital. Et quand je vois la déflagration aujourd'hui à l'intérieur de cette formation politique, je suis considérablement gêné. Je vais vous dire une chose. Depuis l'annonce du leader de cette formation politique, Nidon Fundi, Oui. de prendre sa retraite politique, c'est comme si on avait introduit Un mauvais esprit dans le un parti. mauvais esprit dans le parti. Et cela s'est démontré parce que quand il a jeté son dévolu sur Joshua aussi, les problèmes ont véritablement commencé au sein du SDF, bien entendu. Vous avez vu cette guerre ouverte entre Nidon Fundi et, pardon, j'allais dire Joshua aussi, Jean-Michel Nietzsche. et Jean-Michel Nietzsche, des guerres qui n'ont pas justement honoré l'image du parti. Et au-delà de cela, de cette annonce qui a été faite par le leader, on se rend compte que véritablement, il semble avoir un penchant pour une fraction par rapport à l'autre. Et ce qui a donné lieu à ce que vous avez vu, ils sont allés jusque devant les tribunaux. Je pense que je suivais encore Maître Ngwana hier sur un plateau de télévision qui annonçait qu'il y aura des nouvelles procédures judiciaires qui seront engagées. Donc, ça me désole de le savoir. Vous savez, le SDF avait toujours refusé des postes de nomination depuis leur création. Oui. Chaque fois que le président proposait de prendre quelques-uns d'entre eux, soit pour injecter dans le gouvernement, où on annonçait un gouvernement d'union nationale, ce qui est évident, c'est que le SIF avait toujours opposé viscéralement son opinion pour dire « nous, on ne veut pas de poste ». Et ce qui gêne maintenant, c'est que au-delà de l'organisation qu'on a souvent observé, c'est-à-dire les élections sénatoriales se tiennent, on voit comment le SDF engrange un certain nombre de postes et que cette année, on voit qu'ils n'ont même pas sur la base de l'élection pu avoir un sénateur et que celui qui vient comme sénateur procède d'une voie de nomination. Alors, c'est ça qui gêne en réalité pour ce parti que l'on connaît comme viscéralement opposé à la gouvernance. Justement, alors docteur, comment comprendre cette déliquescence pour un parti qui autrefois était une forteresse au sein de l'opposition? Non, la déliquescence se justifie parce que, écoutez, vous avez vu, au sein du SDF, il y a eu des départs massifs. On a vu les N'Djamena partis, les Kawala partis, bien d'autres partis. Parce que vous savez, on ne milite pas pour militer. On milite aussi parce qu'on a un intérêt. Parce que vous savez, le militantisme ne se résume pas à l'élection, à l'accompagnement par des présences lors des meetings, au vote, ou à une certaine somme d'argent que l'on peut remercier. Oui. Mais on peut reverser. Mais la démocratie est un jeu, il y a des enjeux. L'enjeu, c'est aussi que on ne va pas rester éternellement militant. On peut aussi essayer de grimper. On parle de la situation de base pour la situation au sommet et aussi prétendre avoir un poste de député, de sénateur, ainsi de suite. Donc, c'est aussi ça la politique. Ce n'est pas une œuvre statique, c'est une œuvre dynamique. Et on s'est bien rendu compte que au SDF, on avait l'impression que ceux qui militaient estimaient qu'ils n'évoluaient pas. Oui. Et à un moment donné, vous savez, le militant peut changer d'idéologie. C'est la raison pour laquelle je suis tout à fait, je ne tire pas à boulet rouge comme le font les Camerounais sur Sam Sévéran-Ngo, sur Marshal Debisson ou sur Ruel Tumi pour leur engagement au point du RDPC. Non, vous pouvez être un opposant des plus rudes, des plus rigueux, mais on a vu avec le ministre Momo aujourd'hui, j'étais sur un plateau de télévision. Vous savez que vous cautionnez que des gens soient transfuges, de parti politique en parti politique. Écoutez, c'est la politique. Et la politique, vous savez, c'est Gaspard Ganza qui disait que oui. La politique, c'est un jeu où un sport violent, où à un moment donné, on peut se donner des coups sous la ceinture, au mépris justement de la position du bijou familial. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que
un militant qui ne se retrouve plus dans une formation politique à laquelle il a adhéré au départ est libre. C'est aussi ça la démocratie. La démocratie, le premier principe, c'est la liberté de choix, c'est la liberté d'adhésion. Donc, si vous ne pouvez pas adhérer librement ou repartir librement, c'est que ce n'est plus un parti politique, c'est que certainement c'est autre chose qu'un parti. Alors, docteur, maintenant, comment qualifierez-vous le fait que le SDF a jamais accepté la nomination faite par le président de la République? Oui, je le considérais avant comme une position digne d'un parti politique de l'opposition. Parce que, en réalité, au-delà des questions peut-être de l'union Oui, nationale autour d'un gouvernement, oui, mais sur des questions liées à l'adhésion, ou du moins à la gestion, ou du moins, j'allais dire, à la participation aux instances politiques délibérantes, comme c'est le cas pour le Sénat et oui, l'Assemblée nationale. oui, Pour ces postes à caractère électif, oui, ce qui est évident, c'est qu'un parti politique qui se respecte ne devrait pas accepter cette méthode-là. Parce que quand vous vous dites parti de l'opposition, vous devez vous opposer. Mais on se rend bien compte que c'est une opposition qui s'oppose sans s'opposer. Et c'est pourquoi le gouvernement a compris qu'à un moment donné, chaque fois que ces formations politiques veulent se réunir, il faut toujours envoyer la petite bête pour qu'il n'y ait pas cette mutualisation d'énergie et de force pour essayer de bousculer la donne. Donc moi, je pense que, comme je vous l'ai dit dans le propos prélégoménal, les formations de l'opposition ont une obligation forte de mutualiser leurs forces, de se mettre ensemble, parce que si tel n'est pas le cas, ce sera très difficile pour Dans le même sillage, je vais également rajouter qu'il y a un des cadres d'un parti que vous connaissez parfaitement, qui est le MRC, et il a déclaré qu'un parti qui se respecte, je vais dire, ne devrait pas accepter une nomination quelconque venant du président de la République dans le cadre du Sénat. Oui, vous voulez faire le nom, mais moi je sais que c'est Jean-Robert Wafo, qui est un ami que on se partage beaucoup d'informations ensemble. Oui, Je pense que, vous savez, au sein d'une formation politique, il y a des radicaux, il y a des modérés. oui, Et lorsque vous allez vers les modérés, ils vont vous dire que c'est de bonne guerre. La politique, c'est un sport, c'est un jeu. Donc, en tant que jeu, on peut y aller sans que cela ne gêne personne. oui, Mais les radicaux, eux, ils estiment que c'est un manque de respect, c'est une insulte, si vous voulez, c'est avoir un caractère minoré sur une formation politique, un peu comme le président l'avait dit, les petits partis politiques, il va oui, estimer que bénéficier d'une nomination en tant que sénateur venant du président, pas de la République, parce que les gens vont voir cela, pas sous l'angle du président de la République, mais sous l'angle du président d'une autre formation politique qui vous nomme à un poste comme celui de sénateur. Pour les radicaux, ils estiment que c'est une hérésie, c'est une honte, un peu comme Robert Wafo l'a dit. oui. C'est de manière éhontée qu'ils verraient un de leurs comme sénateur du SDF au sein du Sénat camerounais. Mais est-ce que ce n'est pas alors pour la cause des Camerounais, si jamais on acceptait d'être nommé par le président de la République? Écoutez, moi, je dis une chose, le chef de l'État, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, peut nommer n'importe qui. Et en tant que démocratie, en tant qu'un jeu, je peux comprendre que tous les partis politiques peuvent accepter la manne, la mansuétude qui est tendue par le chef de l'État. Je suis tout à fait d'accord parce que je vous ai dit au départ que l'idée originelle Oui, de la création du Sénat voudrait que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées, les chefferies traditionnelles et les grandes catégories socio-économiques. Vous voyez donc que, en réalité, dans le décret du chef de l'État, il y a cette prise en compte qui voudrait que le président de la République puisse prendre puisse prendre un peu de partout pour essayer de donner une configuration hétérogène, vous voyez, au Sénat camerounais. Et au-delà de cela, vous convenez avec moi que, contrairement au Sénat, oui, qui a été dissous au Sénégal, le Sénat au Cameroun a plutôt une fonction spécifique. Je le disais tout à l'heure. Vous voyez que les gens contestent le fait que le président ne devait pas nommer les 30 sénateurs, que les 30 sénateurs devaient être élus au suffrage universel indirect par les grands électeurs. Un peu comme ça se fait en France, les 348 grands électeurs, les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect. Mais ce n'est pas la même chose, par exemple, en Grande-Bretagne, dans la Chambre des Lords, où c'est le monarque, sur proposition du Premier ministre, qui nomme les 880 membres de la Chambre des Lords. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le pouvoir discrétionnaire reconnu au chef de l'État, nommant les 30 sénateurs, vise, à mon sens, oui, à corriger les injustices
et à corriger les frustrations. Je vous prends un exemple. Seydou Bobo Gueye venait d'être battu par Eto'o, Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT. Oui. Cette domination va lui redonner du goût de vivre. Parce qu'en réalité, oui, bien entendu, c'est-à-dire que ça vient corriger des frustrations. Il a été frustré d'avoir été battu aux élections. Vous avez le Ça cas... veut dire que c'est une nomination de consolation. Bien, si vous voulez, on peut mettre ça sous ce prisme-là. Oui. Donc, moi, je pense que l'exercice du pouvoir réglementaire visant la nomination des 30 sénateurs par décret du chef de l'État, à mon sens, vient corriger les injustices sociales et corriger un certain nombre de frustrations. D'accord. Sauf que les Camerounais se plaignent. Ils se posent bien la question de savoir qu'est-ce que le Sénat bien peut faire sur le terrain depuis 2013 à 2003 aujourd'hui, ayant déjà fait en sorte que les caisses de l'État puissent bouger à plus de 167 milliards de francs CFA. Bien. Je voudrais vous répondre de manière la plus technique qu'il soit, rigoureusement. Vous savez, depuis 2013 que le Sénat a été institué, ou du moins est entré en fonction véritablement, la Constitution est claire. Oui. Le Parlement élabore les lois, contrôle l'action gouvernementale et joue un rôle de représentation. C'est pourquoi l'Assemblée nationale représente le peuple ou la nation camerounaise et le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. En plus de cela, maintenant, au niveau des attributions, le Sénat, comme l'Assemblée nationale, participe à l'initiative, aux amendements, aux discussions, à l'adoption et au vote de la loi. Oui. Alors, cela veut dire que depuis 2013, est-ce que le Parlement camerounais n'a pas produit des lois? Bien sûr. Ça veut donc dire que le Sénat y a contribué. Oui. Autre chose, on se rend compte qu'en 2016, Oui. le Sénat, pardon, l'Assemblée nationale, les députés de l'Assemblée nationale avaient voulu voter une loi qui accordait un certain nombre d'immunités aux ministres en fonction. Et dans le jeu de la navette parlementaire, les sénateurs s'y ont radicalement, se sont viscéralement opposés, Oui. en leur disant que on ne saurait accorder des immunités à des ministres en fonction, c'est qu'on aura davantage, donner onction au vol et au détournement public. Oui. Autre chose, dans le rapport entre le Sénat et l'Assemblée nationale, parce que là, votre question entre dans cet intérêt des relations. Oui, oui. Vous savez, lorsque les deux chambres se retrouvent en congrès, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui préside les débats. Et lorsque les deux chambres ne s'entendent pas sur une loi, la Constitution elle-même dit que le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. Et si le duel persiste, on dit que le président de la République, dans son arbitrage des rapports institutionnels, vient toujours donner raison à l'Assemblée nationale. La preuve en est que, quand vous voyez la structuration de l'article 14, alinéa 1, on vous dit le Parlement comprend deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Ce n'est pas une classification anodine. Et ça veut donc dire que, d'où la question que vous avez posée dès le départ, qui est celle de savoir quelle est donc l'opportunité de faire résister un Sénat quand on voit que sur tous les aspects en matière législative, c'est l'Assemblée nationale qui l'emporte sur le Sénat. Mais je dis que il y a une spécificité à relever, c'est que le Sénat, comme je le disais tout à l'heure, a une mission spécifique que lui confère la Constitution, c'est la représentation des collectivités territoriales et leur protection. Au-delà de cela, le président du Sénat est celui qui assure la continuité, qui assure l'intérim en cas de vacance de la présidence de la République. Donc ce n'est pas une mince attribution. Alors, quand les gens regardent le Sénat au bout du trou de la lorgnette, moi, avec l'œil du technicien du droit, Oui. ça m'amuse parce que, je le disais encore, que le Sénat joue au Cameroun un rôle importantissime, pas même important, je dis bien importantissime, par rapport au Sénat qu'on aurait dissous du côté du Sénégal. Mais je reste convaincu en tant que technicien du droit et démocrate qu'on peut quand même remettre en question, peut-être pas en cause, mais en question, le fait que le président de la République vienne au sein du Sénat nommer 30 sénateurs. Ça veut donc dire qu'on doit réfuter catégoriquement l'idée selon laquelle si jamais on supprimait le Sénat et l'Assemblée nationale, les choses iront bien et on ne s'en rendra même pas compte. Non, pas du tout. Je le disais tout à l'heure que les deux chambres jouent un rôle important. La présence du Sénat contribue à assurer, à garantir l'amélioration de nos lois. Je vous ai pris l'exemple de 2016. Si il n'avait pas existé le Sénat, ce qui est évident, c'est qu'on aurait aujourd'hui des ministres qui bénéficieraient
d'un certain nombre d'immunités, un peu comme les députés, un peu comme le président de la République, ce qui serait un tort. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que l'un des bras morts de ce renouveau, c'est qu'on a laissé prospérer l'impunité. Et c'est aujourd'hui le regret de tous les Camerounais. Nous pensons que si il faut reconstruire le Cameroun, il faut revenir sur des valeurs telles que la compétence, il faut revenir sur des choses rigoureuses telles que les sanctions. Parce que, écoutez, l'une des forces de la loi, c'est qu'elle est assortie d'une sanction. Alors, s'il n'y a pas de sanction, on va laisser les gens faire n'importe quoi qu'ils voudront. Nous reviendrons dans un état de nature, dans la cour du roi plutôt, où chacun pourra faire comme il le voudra. D'accord, docteur. Parlons maintenant de toute autre chose. Oui. Euh, de la dotation générale de la décentralisation qui est de 15% selon la loi, mais 7% seulement sont reversés au CTD. Selon vous, quel peut être le blocus? Oui, le blocus vient d'abord du fait que les collectivités territoriales elles-mêmes refusent de faire bloc pour revendiquer ce qui leur est dû Oui, et ce qui leur revient de droit. Parce que vous savez, quand on méconnaît ses droits, on ne peut pas les défendre. Et quand on connaît ses droits, on les défend. oui, Alors moi, je pense que cela me donne l'impression que les collectivités semblent ne pas maîtriser les droits qui sont les leurs. Le texte est clair. Je crois que c'est l'article 4 du Code général sur les collectivités territoriales de 2019 qui dit que 15% de la dotation budgétaire, oui, ces 15% sont transférés aux collectivités territoriales décentralisées. Donc, je vous disais tout à l'heure que oui. le Sénat a pour mission non pas seulement de représenter les collectivités, mais de les protéger. Une protection directe ou indirecte. Maintenant, ce qui est important, c'est que cette protection, ce sont les sénateurs qui doivent monter sur le créneau, dire au chef de l'État, écrire au chef de l'État, s'opposer pour dire, monsieur le chef de l'État, nous protégeons les collectivités territoriales décentralisées, mais les 15% de dotation budgétaire sur la décentralisation qui devaient leur être alloués, ces 15% ne sont pas transférés. Donc, il faut défendre cela à corps et à cri. Sauf que les plaintes sont telles que le Sénat ne représente pas les CTD. Non, écoutez, le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées, parmi lesquelles les communes et les régions, Oui, surtout les régions. oui, Vous voyez? Alors, cela veut dire que ce soit, quand on dit les collectivités territoriales oui. décentralisées, vous savez que les deux types de collectivités, c'est la commune et la région. Donc, normalement, et c'est tout cela, communes et régions, qui constituent donc les collectivités territoriales décentralisées. Donc, quand on dit collectivité territoriale décentralisée, on y va dans les deux types, la région et la commune. Donc, ça veut donc dire que désormais, les communes et les conseils régionaux devraient faire blocus pour pouvoir faire en sorte que cela puisse rayonner et que En cela réalité, leur revienne de droit. non, en réalité, ce ne sont pas les maires et les présidents des conseils régionaux. La mission est conférée au Sénat. Oui, Parce que je vous ai dit, le Sénat représente les collectivités territoriales et les protège. En réalité, donc, la fonction de protection est une fonction substantiellement accolée à la vie du Sénat. Ce qui veut donc dire que ce sont les sénateurs qui doivent donc défendre les intérêts des collectivités territoriales décentralisées. À mon sens, ce ne sont et pas si les à, exécutifs et si à régionaux leur ou niveau, les exécutifs communaux. et si à leur niveau, les lignes ne bougent pas. C'est que c'est un tort. Je vous disais tout à l'heure que, écoutez, euh, ce qui n'est pas permis et autorisé, Oui, vous voyez, et ce que la loi vous donne, ce que la loi légifère ou oui, codifie, est assorti de oui, ce que vous devez faire et de ce que vous ne devez pas faire. Je vous dis bien que le code général sur les collectivités est suffisamment explicite sur la question. 15% de la dotation budgétaire doit être transférée aux collectivités territoriales. oui. Et pour cela, l'instance par excellence qui doit gérer cette affaire, c'est le Sénat. C'est le Sénat. Donc, je ne peux pas tirer à bonnet rouge sur les exécutifs régionaux ou les exécutifs communaux. Non. Parce que la fonction de le faire est attribuée aux sénateurs, avec la chambre sénatoriale. Et Oui. si cela ne l'a pas fait, moi je pense que ce sera encore une autre mandature de rien et pour rien. Un peu comme le disait De Gaulle, ce sera un machin. Parce que s'ils n'arrivent pas, les sénateurs, à défendre les droits des collectivités territoriales, c'est qu'ils ne sont pas dans leur bon droit. D'accord, nous allons sortir de cette émission, docteur Luison Ambroise et Somba, mais avant, nous allons vous demander à savoir qu'est-ce que le Camerounais lambda qui est à Kousséri, qui est à Magba, qui est à Nguel Mondonga, qui est à Isangele devrait retenir de cette nouvelle mandature que vont entamer les sénateurs.
Écoutez, je pense que les Camerounais, dans ces conditions extrêmement difficiles que nous traversons, les Camerounais marquent une attention particulière pour cette troisième mandature. Parce que vous savez, on a estimé que c'était 2 mandatures, 10 ans, que le Sénat était encore un peu plus jeune. Mais je pense que avec une troisième mandature où le Sénat aura 15 ans, à 15 ans, c'est vrai, La mandature de la l'expérience. mandature de l'expérience, parce qu'à 15 ans déjà, on est autonome. Vous savez déjà que à 13 ans, une jeune fille peut se marier, à 15 ans aussi, un jeune homme peut se marier, mais sur autorisation du Premier ministre. Ça veut dire que si nous allons dans cette logique-là, Oui. à 15 ans, on peut déjà être considéré comme dans une instance de maturité, d'acquisition d'expérience. Nous espérons donc qu'avec cette troisième mandature, les sénateurs vont énergiquement défendre la cause des collectivités territoriales décentralisées. Parce que, en fait, la Oui. décentralisation, c'est quoi? C'est amener le peuple à participer à la gestion des affaires publiques et à transférer vers le peuple, c'est-à-dire à rendre le pouvoir à proximité du peuple. Donc, en réalité, il faudrait que le peuple se rende compte que le pouvoir est à leur proximité et qu'ils peuvent en bénéficier de manière large, justement, de ce processus d'organisation, ou si vous voulez, de cette technique d'aménagement de la centralisation qu'est la D'accord, décentralisation. ce qui participe énormément du processus de décentralisation, de désengorger le pouvoir central, Bien entendu. sortir de l'hypercentralisme du pouvoir, de rapprocher l'administration des administrés. C'est ce qu'on aura compris ici à la fin de cette émission avec le docteur Louison Ambroise Essomba, juriste publiciste, avec qui nous avons passé pas mal de temps sur ce plateau, sur une thématique bien précise. Le président Paul Biya a bouclé la liste des 100 sénateurs. Quels sont les enjeux du moment? Vous qui nous avez regardé du par le monde entier, sur la chaîne de télévision Afrique Informe Télévision et sur vos programmes hebdomadaires 7 minutes pour convaincre. Vous avez bel et bien compris, vous avez été servi. Merci d'avoir été des nôtres, mais avant, nous vous rappelons des chers téléspectateurs en offre ou encore en exclusivité que le 1er juillet prochain, Afrique Informe va organiser la 3e édition des Afrique Informe Awards. Vous en connaissez, n'est-ce Ah pas? oui, bien entendu, j'ai été nominé l'année dernière. J'espère que Oui. cette année, certainement, je serai vainqueur. On espère, on espère. Le collège des nominateurs va s'asseoir là-dessus et de Voilà. savoir si vous serez encore parmi. C'est une véritable tribune d'expression pour les politiques et les publics qui ont marqué l'année 2022. Alors, vous aurez plus d'informations sur nos différents comptes en ligne et en permanence sur le satellite Amos 17. Prenons congé et retrouvons-nous à la prochaine édition. Bye.